Bonjour à tous, bienvenue sur RMC et BFM TV. Mon invité ce matin, Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Bonjour. Vous avez donné combien pour l'UMP? J'ai donné la somme que les parlementaires donnent en général. C'est-à-dire? Mais ça regarde pas, c'est pas le sujet. J'ai donné parce que je trouve ça normal d'aider ma famille politique qui est dans la difficulté. J'ai donné aussi consciente de participer à un grand mouvement parce que il y a eu un vrai mouvement autour de cette idée que la démocratie a besoin de ces partis politiques. Un mouvement qui, je pense, a dépassé les seuls militants de l'UMP. Et certains militants ont donné plus que les élus. C'est normal ça? Peut-être qu'il y a des militants qui ont donné plus que les élus. Vous savez, il y a même des élus, et c'est un scandale, qui ne payent pas leurs cotisations. Ça arrive aussi. Mais au-delà de ces cas Vous les particuliers, dénoncez, ce qui est important... ces élus? Je pense qu'un jour, il faudrait en tout cas arrêter de donner investiture à des gens qui ne payent pas leurs cotisations. Ça, oui. Ça, je crois qu'il faudrait. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a un vrai mouvement parce que finalement, ils sont nombreux, les Français, qui ont entendu cet appel, qui sont d'accord avec cette idée que la démocratie a besoin de ces partis pour vivre. L'UMP aurait récolté plus de 7 millions d'euros sur les 10 nécessaires avec un petit délai supplémentaire d'un mois. Vous confirmez ces informations? Écoutez, je sais pas parce que moi j'ai choisi de ne pas être du tout dans l'encadrement de l'UMP. Je suis entièrement consacrée, mobilisée sur la campagne de Paris, donc je bénéficie pas d'informations privilégiées. Ça Mais vous j'ai lu arrange comme vous. pour le moment? L'UMP va pas très bien, faut mieux se mettre en Pas marche? du tout. Je suis là, vous voyez, je suis dans ma famille politique. Je participe quand elle est dans la difficulté, mais en l'occurrence, j'ai choisi de ne pas être dans la direction, donc j'ai pas d'informations privilégiées sur l'état des finances. Alors l'UMP n'a plus d'argent, mais pour ses dirigeants, en tout cas certains de ses dirigeants, pas de souci. On a appris hier dans le JDD, dans les colonnes du journal du dimanche, que Jean-François Copé aurait empoché 30 000 euros en donnant une conférence en Afrique mercredi dernier. Alors, bien sûr c'est légal, mais est-ce bien normal? Et d'abord, j'ai vu cette information dans le JDD qui était donnée sous toute réserve. On aurait dit qu'une conférence comme L'entourage ça de était Jean-François payée Copé tel ou tel confirme. prix. Donc c'est lui qui peut confirmer ou infirmer. Pour le reste, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Et s'il est invité à une conférence et que les gens souhaitent payer pour cette conférence, c'est un choix personnel qui fait. Je comprends pas pourquoi ça donne lieu à une telle polémique. On peut être d'accord ou pas d'accord à titre personnel, mais c'est pas un sujet politique. Ça rentre pas en interférence avec ses fonctions. Harlem Désir a dénoncé un mélange des genres et la politique business de Jean-François Copé. Écoutez, je ne sais pas très bien d'abord quel était l'objet de cette conférence, mais je vois pas en quoi c'est de la politique business. Encore une fois, il n'y a pas... C'est un ménage. Ouais, c'est un ménage, c'est une conférence payante. Et quand Donc on il est invité élu à faire de la une République conférence. en fonction, est-ce qu'on peut faire ce type de ménage qui est en général réservé aux anciens présidents? Moi, personnellement, ancien ou pas ancien, je donne pas de conférence payante. Mais c'est un choix personnel. Je trouve qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc il peut faire un choix différent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'élus de droite ou de gauche qui font des conférences de ce genre-là. Alors à l'UMP, il n'y a plus beaucoup d'argent, il n'y a plus d'idées. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Rachida Dati. Il n'y a plus d'idées, il n'y a plus que des ambitions. Vous confirmez? Non, je suis pas d'accord avec ça. Il y a une crise à l'UMP. Comme d'ailleurs il y a une crise dans un peu tous les partis politiques en ce moment. D'abord, il y a une crise de doute, de distance des Français avec la politique. Et puis, il y a aussi quelque chose qui particulier à l'UMP, qui est que la droite a subi une très grosse défaite, deux très grosses défaites en 2012, et forcément, après, il y a une phase de recomposition. Mais c'est pas très original. Souvenez-vous du Parti Socialiste, c'était quand? Donc 2007, l'année qui a suivi 2008. L'État, donc, a été le Parti Socialiste à cette époque-là. Bon, c'est-c'était bien compliqué, il y avait différents courants, il y avait des affrontements. C'est assez ordinaire, hein, j'ai envie de vous dire. Mais vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy. Vous êtes capable ce matin de faire un début d'autocritique, de dire voilà, on a loupé ça, on aurait dû faire ça? Vous savez, moi, je l'ai fait déjà ministre. Dire quand j'étais ministre, j'ai pas hésité à dire, ça m'a valu parfois quelques problèmes, quand j'avais des désaccords sur tel ou tel sujet. Je pense que Et c'est aujourd'hui, avec quelque un peu chose. de recul, Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir faire, qu'il faut savoir faire tout du long. Et puis, il faut aussi ne pas savoir s'arrêter qu'à la critique et à regarder ce qui a été fait de bien. Vous voyez, si je prends ma partie, j'étais ministre de l'écologie, des transports et du logement, eh ben, je vous dis, on n'a peut-être pas atteint 100% de nos objectifs, mais depuis un an, il ne se passe, mais alors plus rien. Mais alors plus rien, vraiment plus rien. dans tous ces domaines. À part des départs de ministres. Écoutez, sur le logement, on en parlera à l'automne, puisqu'il y a une loi, mais le logement maintenant a été sorti du ministère. Mais sur les transports, comme sur l'écologie, il n'y a guère que la suite de ce qui avait été lancé. Parfois dans des conditions correctes. Par exemple, sur la réforme du ferroviaire, ils reprennent les assises du Tant mieux. ferroviaire que j'avais lancées, et tant mieux. Mais enfin, sur l'écologie, non, il n'y a rien, on ne peut pas dire. Donc vous êtes plutôt d'accord avec Delphine Batho? Pour dire qu'il se passe rien à son ministère. Oui, mais si vous voulez, elle a été ministre pendant un an quand même.
Donc elle a la responsabilité de ce non-bilan. Alors, Manuel Valls, qu'on voit beaucoup en ce moment, le ministre de l'Intérieur, dit ce matin dans les colonnes d'aujourd'hui en France, Le Parisien, il y a une crise de l'autorité. Vous êtes d'accord avec ce constat? Vous savez, le problème, c'est que Manuel Valls, il parle beaucoup. Elle est ministre de l'Intérieur, c'est Souvent, normal. vous trouvez? Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, parlait également beaucoup. Oui, il agissait aussi. Parce que vous savez, le problème de Manuel Valls, c'est que d'interview en interview, on sent bien qu'il essaye un peu de se mettre dans ces bottes-là, le discours très fort, la République qui est très souvent convoquée, l'autorité. Mais derrière, il se passe quoi? Regardez, vous vous promenez dans Paris. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, parler un peu avec les Parisiens, qu'il y a un problème de sécurité, l'augmentation, l'explosion même du nombre de cambriolages, la pression de la délinquance de rue, la pression des pickpockets. Vous la sentez pas? Ça a démarré avec Manuel Valls? Alors on l'attend. Écoutez, en tout cas, c'est en croissance. Donc on l'attend dans les journaux à nous dire qu'il y a une crise de l'autorité ou sur le terrain à essayer de résoudre les problèmes de délinquance. Moi, ce serait plutôt sur le terrain à essayer de résoudre les problèmes de délinquance. Et pourtant, les Français aiment bien Manuel Valls, même ceux qui votent à droite. Bien sûr, parce qu'il y a la télé, il y a tout ça, on voit ces discours et on se dit, il y a quand même un discours d'autorité. Mais la question, c'est qu'est-ce qui se passe derrière? Vous savez, c'est comme si Manuel Valls était la dernière illusion du socialisme. C'est-à-dire que les Français, depuis un an, sont revenus de François Hollande bien vite. Il y a beaucoup de déceptions sur ce qui est mis en place. Il y a beaucoup de déceptions sur l'action du gouvernement. Il y a de la déception sur le Premier ministre. Il y avait un sondage hier, justement, sur Manuel Valls qui disait « mais Manuel Valls, pourquoi pas à Matignon ?» Ce que ça dit avant tout, c'est que les Français sont déjà très, très lassés de Jean-Marc Ayrault. Mais alors, on a besoin peut-être de se raccrocher à quelque chose. Et donc, il y a cette idée qu'on se raccroche au moins socialiste, en quelque sorte, des ministres du gouvernement. Moi, je dis, s'il y a une telle déception, il vaut mieux carrément changer. Et il y a l'occasion de le faire. Non pas au niveau gouvernemental, parce que ça, les institutions étant ce qu'elles sont, il y en a normalement encore pour 4 ans, mais on a l'occasion de le faire dès l'an prochain en faisant l'alternance à Paris. Oui, mais si vous étiez justement maire de Paris, en matière de sécurité, il n'y a pas de police municipale à Paris, il faut le rappeler. Il y a bien des choses à faire. Vous feriez quoi? Alors écoutez, je vous donne un exemple. On parlait tout à l'heure de la délinquance de rue. Est-ce que vous savez que cette municipalité socialiste a fait supprimer, n'a pas renouvelé ce qu'on appelle les arrêtés anti-mendicité? Les arrêtés anti-mendicité, ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça permet de servir de base légale à des contrôles d'identité pour lutter contre certains phénomènes de délinquance de rue. Ils les ont fait supprimer pour des raisons idéologiques. Pour des raisons idéologiques. Deuxième exemple, est-ce que vous savez que Paris est, par rapport à nombreuses autres capitales européennes, sous-équipée en termes de vidéoprotection? J'étais la semaine dernière au PC Sécurité. Et de la RAP, vous avez à la fois le PC sécurité de la RATP, donc c'est là qu'arrivent toutes les caméras de la RATP, et celui des caméras de surface de la préfecture de police. On fait des choses formidables avec les caméras. On peut suivre une bande qui est en train de se former. On peut anticiper. Donc, on peut derrière faire un flagrant délit. J'ai vu ça en direct, sauf que vous avez moins d'1 millier de caméras en surface à Paris. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'il y a sur une ville beaucoup plus petite, comme Nice. Évidemment, vous ne réussissez pas du tout à avoir le même impact et la même efficacité. Faut-il mettre en place une police municipale à Paris? La ville de Paris, sur 280, quelque chose comme ça, millions d'euros qu'avait coûté l'équipement, ce plan de 1000 caméras, on n'a donné que 5, en fait, pour les aménagements. Donc pas assez de caméras à Paris. Écoutez, le problème, en fait, c'est que la ville de Paris, aujourd'hui, ne s'investit pas du tout dans sa sécurité. Elle considère que n'ayant pas les pouvoirs de police de manière légale, n'ayant pas la compétence légale, ça ne la concerne pas. Moi, je veux faire le contraire. Je veux un maire de Paris totalement investi dans les questions de sécurité. Avec plus de pouvoir ? L'arrêté anti-mendicité, avec le plus de pouvoir dès qu'on pourra, mais sans attendre, avec les pouvoirs qui sont là, sans même attendre les modifications législatives, on peut changer les choses. Est-ce que vous demandez une police municipale à Paris? Je pense qu'à terme, il faudra faire évoluer et donner plus de pouvoir de police au maire de Paris. Mais je pense que sans attendre, avec les pouvoirs qu'il y a aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple des caméras de vidéoprotection, je vous ai donné celui de l'arrêté anti-mendicité. Il y a aussi tout simplement les personnels. Aujourd'hui, la ville de Paris verse 300 millions d'euros tous les ans pour des personnels qui sont les ASP, qui sont sous l'autorité du préfet de police, mais dont la ville de Paris demande qu'elles soient concentrées sur les amendes de stationnement. Du coup, vous avez des policiers de police nationale qui, eux, font la circulation. Et si on distrayait une partie de ces ASP des amendes de stationnement pour faire d'autres missions, ça permettrait, tout compris, y compris police nationale, de remettre des policiers sur le terrain. Voilà, je ne dis pas qu'il faut personne pour faire les amendes de stationnement, mais vous comprenez, avec le numérique, c'est 3 fois plus rapide que par le passé de faire une amende de stationnement. Et on a vraiment
vraiment des problèmes urgents en matière de sécurité. Justement. On doit pouvoir s'organiser autrement. Est-ce qu'un contrôle d'identité, ça résout le problème des Roms, par exemple? Il y a beaucoup de familles en ce moment à Paris, particulièrement, qui dorment dans la rue, des enfants. Un contrôle d'identité, ça résout quoi? Un contrôle d'identité ne résout pas tous les problèmes. Mais quand vous n'avez aucune base légale pour intervenir, là, vous les multipliez, les problèmes. Il faut tout simplement une base légale à la police pour pouvoir s'intéresser d'un peu près à ce qui se passe, notamment dans les zones les plus touristiques, dans les zones dans lesquelles il y a le plus de monde, dans les zones dans lesquelles on sait qu'il y a le plus de pression de cette délinquance de rue. Alors, puisqu'on parle de Paris, et vous êtes candidate, rappelons-le, à la mairie de Paris, vous êtes partie d'ailleurs très tôt, pas trop tôt. Les élections municipales, c'est en mars 2014. Oh, mais les élections municipales, c'est en mars. Mais nous, on avait une primaire. On a voulu que ce soit les Parisiennes et les Parisiens qui choisissent leur candidat pour l'alternance. Ça supposait de le faire assez tôt. En tout cas, moi, j'étais favorable à ce qu'on le fasse assez tôt pour que Mais vous allez vous essouffler. Soit clair plus tôt. Et donc, cette primaire a eu lieu au mois de mai. J'ai beaucoup milité pour qu'il y ait une primaire parce que je trouve que le vieux système, les commissions d'investiture... Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, pas beaucoup de suspense en tout cas. Sa sortante. Oh, écoutez, on a dit ça au début et puis finalement, on s'est rendu compte d'abord qu'il y avait plus de 20 000 votants, qu'il y avait des candidats, qu'il y avait du débat. Et moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que la vieille méthode, eh bien, laissons-la au passé, que ce soit les Parisiennes et les Parisiens qui choisissent leur candidat pour l'alternance. Ça le met en position, ce candidat, cette candidate, quand même, de rassembler derrière et de rassembler toutes les forces qui veulent le progrès à Paris. Qui est favori? C'est ce que je suis en train de faire. Qui est favori? Anne Hidalgo ou vous? Oh, ben, la sortante, forcément, dans une élection municipale... Elle n'est pas sortante. Oui, alors l'héritière du sortant, après vous tournez ça comme vous voulez, mais forcément, dans une élection municipale, un petit bonus en quelque sorte. Quelle est la qualité? Mais moi, je crois que les Parisiens ont justement envie de changement. Alors justement, quelle est la qualité et le défaut de votre adversaire, Anne Hidalgo? Oh, je rentre pas à ce jeu-là. Alors, je vais vous dire, moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup quand je vois ces interviews, c'est qu'elle passe son temps à me critiquer. Si j'existais pas, eh ben, elle n'aurait plus rien à dire. Alors, c'est rempli de petites attaques, de petites piques, de trucs parfois Vous les très critiquez agressifs. aussi. Je ne rentre pas du tout là-dessus, vous voyez. Je pense que faire campagne en s'obsédant sur son concurrent est une erreur. Moi, mon obsession, c'est les propositions que je veux faire aux Parisiennes et aux Parisiens pour, je le disais, rassembler tous ceux qui veulent le progrès à Paris, transformer les choses dans le bon sens. Je ne ferai pas une campagne obsédée par un bilan. Il y a eu des choses bien, il y a eu des choses moins bien. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est du passé. Je ferai une campagne obsédée par l'avenir et par les Parisiennes et les Parisiens. Ouais. Je suis une tueuse. C'est ce que vous avez dit, semble-t-il, à un site d'information américain. Je suis une tueuse, mais je ne tire pas dans le dos. J'ai répondu, parce que je trouve que cette mode-là, dans la politique, on vous demande... C'est vrai que vous êtes une tueuse? Attendez, dans la politique, on vous demande, est-ce que vous êtes ambition? Est-ce que vous êtes un tueur? Est-ce que vous êtes machin? Il faudrait passer son temps à s'excuser. Moi, je pense que les politiques qui commencent leurs interviews en disant, non, j'ai aucune ambition, et je suis super gentil, je viens du monde des bisounours, ces politiques-là sont des gros menteurs. Donc vous êtes une la tueuse. vérité, c'est que la politique, c'est très concurrentiel. Et donc, il faut se battre. La différence entre les uns et les autres, c'est qu'il y en a qui donnent des coups de couteau dans le dos. Moi, en général, quand j'ai un problème avec quelqu'un, on le sait. Je le dis en face. C'est mon tempérament. Et j'ai la faiblesse de penser que je crois que c'est mieux comme ça. Voilà, en tout cas, c'est ma manière à moi de faire. Je dois dire autre chose, c'est que, vous savez, les politiques sont payés par de l'argent public. Alors, dans le monde du spectacle, eh bien, on peut avoir des stars dont l'enjeu est d'être extrêmement sympathique, extrêmement agréable, extrêmement chaleureux, extrêmement... Évidemment, c'est mieux. Mais l'objectif du politique, il n'est pas celui-là ou que celui-là. L'objectif du politique, il est d'être efficace. Il est d'être utile au service de ses mandants. Encore une fois, on est payé par de l'argent public. On n'est pas là pour faire le meilleur des mondes, c'est-à-dire raconter une histoire qui n'est pas la réalité. On est là pour transformer la réalité, pour que les choses aillent mieux. Donc voilà, mais moi j'ai mon tempérament, et mon tempérament, il est tourné vers Vous l'action. ne voulez pas faire de la politique autrement? Parce mais que faire de la politique autrement, effectivement, les hommes c'est être politiques sont des efficace tueurs, et mais c'est être utile. Faire de la politique autrement, c'est être efficace et c'est être utile. Moi, quand on a un problème avec moi, je le dis en face, je pense que c'est mieux. Parce que la vérité, c'est que les hommes politiques, ils sont tous très rudes, mais la différence, c'est qu'il y en a qui font ça dans le dos. Qui ça? Oh, on ne va pas citer de nom, on va être désagréable dès le matin. Chez vous, à l'UMP? Oh, bah chez moi et ailleurs, alors ça, il y en a partout, franchement. Ces choses-là sont très partagées entre les partis Alors, politiques. si je vous demande pour terminer, est-ce que vous serez candidate aux primaires
à l'UMP pour la présidentielle, la prochaine? Oui, Vous je allez l'ai me dit. répondre? Je l'ai dit. Vous allez me Si, dire non, je c'est l'ai pas la dit. priorité? Je l'ai dit, j'ai déjà répondu, je vous le réponds à nouveau. Oui. Si les Parisiennes et les Parisiens me font confiance pour être maire de Paris, d'abord, je démissionnerai immédiatement du mandat que j'ai aujourd'hui, qui est un mandat de député. Vous aurez un seul mandat. Et j'aurai un seul mandat, et je ferai ce mandat dans son ensemble, et en y mettant toute ma passion et toute mon énergie. Je crois qu'il y a des choses formidables à faire à Paris. Merci. Vous partez en vacances bientôt? Oui, à la fin de la semaine, je retourne dans le Cotentin où sont déjà mes enfants. Eh ben, bonnes vacances et Merci à bonne vous. journée sur RMC et BFM TV.